presse d'Europe 1. Nicolas Poincaré. Le Club de la Presse, deuxième partie, avec jusqu'à 20h en direct le philosophe Michel Onfray. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes interrogé par Serge Julie d'Europe 1 et David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche et vous publiez Décadence chez Flammarion. C'est le deuxième tome d'une trilogie. Vous aviez publié Cosmos en 2015, Décadence aujourd'hui et Sagesse viendra plus tard, et tout cela donne ce que vous appelez une brève histoire du monde. Brève, pas si brève. En tout cas, vous nous racontez une histoire longue. Vous voulez qu'on vous s'intéresse à l'histoire sur un temps très long et vous nous annoncez en particulier la mort d'une civilisation, la nôtre, la civilisation judéo-chrétienne, qui aura donc duré 2000 ans de la naissance de Jésus jusqu'au 11 septembre 2001. Vous nous dites tout cela va sombrer et quitte à sombrer, autant le faire avec élégance. On va développer tout ça. D'abord, pourquoi est-ce que vous datez au 11 septembre 2001 la fin de cette civilisation qui est la nôtre ? Pas exactement, je donne une autre date qui est 1417 et j'explique qu'à partir du moment où on découvre l'œuvre de Lucrèce, qui est un philosophe athée, par rapport au christianisme, oui, athée, matérialiste, atomiste, on découvre une bombe qu'on est en train d'amorcer à ce moment-là et que c'est une bombe à fragmentation et qu'il va se passer plein de choses pendant plus de un peu moins de 10 siècles et qu'il y a effectivement des moments où on voit bien que les débris sont là, les fissures sont là et qu'il manque plus grand-chose pour que le tout s'effondre. Donc le début de la fin, c'est pas d'hier, mais la vraie fin, c'est pour bientôt. C'est pour tout de suite. Ça se transforme. Pourquoi on est en cette civilisation qui naît avec Jésus, avec ce concept que vous appelez Jésus, ou qui s'appelle Jésus. Cette civilisation, elle s'est transformée, elle n'a cessé de se transformer. Pourquoi cette transformation s'arrêterait ? Mais parce que toutes les civilisations ont fonctionné comme ça. C'est-à-dire, vous connaissez les pyramides, vous connaissez le Forum, le Colisée, le Parthénon, toutes les civilisations se sont effondrées. Stonehenge, Karnak, Assur, Sumer, Babylone, enfin, le passé nous enseigne qu'aucune civilisation n'a survécu éternellement. Toutes sont mortelles. Oui. Mais pourquoi elles mourraient maintenant ? Mais parce que le problème, c'est qu'on... Parce qu'à cause de mai 68 ? Ah non, pas du tout. Mais je vous ai donné 1417. Vous n'êtes pas seul responsable, Serge. Non, mais justement, je suis tombé sur un chapitre où visiblement ça jouait un rôle. Dans la déchristianisation. Donc j'aurais dû sous-titrer de Jésus à Serge Julie. Mais je pense que alors ça m'aurait fait tout drôle à la lecture. Bah oui, je pense. Non, je pense que c'est quelque chose qui me paraît évident. C'est tout ce que nos voisins sont mortels, mais nous on veut pas imaginer qu'on l'est, soit personnellement. Et c'est la même chose avec nos civilisations. Tout le monde sait qu'elles sont mortelles. On a tous souffert là-dessus avec la phrase de Valérie en terminale. Mais la nôtre, non, elle survivrait, elle durerait encore. Mais lui, il y avait eu la guerre de 14 avant. Hein. Il disait ça en 1919. Oui, mais pour nous aussi, la guerre de 14 et 2 ou 3 choses depuis, dont mai 68. Oui, et plus encore la Shoah, ça me paraît effectivement plus important que 68. Dans le nihilisme, oui, bien sûr, parce qu'il y a de la positivité dans mai 68. Il y a plein de positivité, il y en a aucune dans la Shoah, entendons-nous bien. Et il aurait fallu pour vous donner raison, que mai 68 puisse accoucher de valeurs, de nouvelles valeurs, de positivité. Et moi, je ne suis pas un critique de mai 68. Je dis que c'était nécessaire, ce serait à refaire. J'ai pas le pouvoir de faire de telle sorte que ce soit à refaire ou pas. Non, mais il y a des gens qui sont très critiques à l'endroit de mai 68 en disant ça n'aurait jamais dû avoir lieu, c'est un moment terrible, etc. Moi, je dis pas du tout. C'est un moment de déconstruction de la hiérarchie qui a été nécessaire. Les profs n'ont plus parlé de la même manière, etc., etc. Les hommes aux femmes, les patrons, les employés, etc., etc. Je dis juste que aucune valeur nouvelle n'a surgi de ce moment de négativité. Et qu'il y a eu une négativité parce que on a bien vu, parce que le couple monogame, fidèle, qui se trompe, qui fait semblant, etc., c'était pas une bonne chose. Le mari qui donne une baigne à sa femme de temps en temps, c'était catastrophique. Mais l'idée de sexualité avec n'importe qui, n'importe quand, partout généralisée, a généré un monde qui a produit, Michel Houellebecq lui-même le dit. Il dit voilà, moi je suis un enfant de mai 68, d'une espèce de nihilisme. Et moi je me dis, il y avait matière là. Enfin, il y avait matière. Il y aurait eu matière, si civilisation il y avait eu, à produire des positivités qui n'ont pas eu lieu. Vous dites, si j'ai bien lu, mais je crois l'avoir bien lu, que finalement on va avoir le choix entre le transhumanisme de la Silicon Valley et l'islamisme de Raqqa. Michel Onfray. Alors je dis pas qu'on aura le choix. Je dis, on va évoluer vers ces deux pôles. C'est ça. Alors je dis effectivement que je démarre déjà à l'explosion de l'étoile. Hein. C'est-à-dire je mets très en amont. Et je dis c'est toujours très difficile de dire il va se passer ceci et ça va se passer demain. Je vais vous donner une date et il va se passer ceci. Là on est dans la prédiction. Je suis pas dans une logique de prédiction. Je dis juste que nous sommes dans les derniers temps des civilisations territorialisées.
et que nous allons vers de la déterritorialisation, pour utiliser le mot de Deleuze, parce que je crois que la planète n'est plus qu'une petite boule ridicule de rien du tout, et que nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'information continue, du temps continu, et que nous allons vers la fin des civilisations locales. Et que... Mais ça peut peut-être faire une civilisation planétaire. Oui, ce sera une civilisation planétaire, bien sûr, et que cette civilisation, elle va effectivement être construite sur une autre spiritualité dont on n'a pas idée. C'est-à-dire, si vous demandez je sais pas, à Aristote quelle idée il se fait de ce que sera la civilisation européenne, ça n'a aucun sens. Donc on est dans cette configuration-là, mais je pense effectivement qu'il va falloir désormais compter avec le transhumanisme qui va être la dernière des civilisations, et puis peut-être même l'abolition de la civilisation. Michel Onfray, une question de David Revaud-Dallon. Alors beaucoup de personnalités politiques et notamment de candidats en ce début de campagne fustigent les théoriciens du déclin, tentent parfois dans des poncifs et des clichés un petit peu creux de redonner espoir, de l'optimisme, etc. Vous vous situez très clairement dans la théorie du déclin. Vous l'assumez et vous la revendiquez. Je dis beaucoup que je suis comme un cancérologue qui diagnostique un cancer. Je pense que quelqu'un qui fait l'analyse du déclin n'est pas forcément un décliniste. Alors je comprends bien que les politiciens aient intérêt à nous dire que il y a un déclin, il est évident, mais qu'il suffit juste de voter pour eux pour que tout ça s'arrête définitivement, parce que eux ils ont la solution qui va arrêter le naufrage du Titanic. Vous ne préconisez aucune solution, vous bornez à constater, analyser, diagnostiquer. Je prédis que le prochain président de la République va défendre l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme, et que nous allons continuer dans le même sens, et que si ça n'était pas le cas, et que ce soit par exemple Marine Le Pen qui se trouve élue, eh bien on aurait le syndrome de Tsipras, et qu'elle mettrait, d'ailleurs je pense qu'à 20h05 ce serait le bazar dans la rue, et que ce serait assez terrible, et que dans l'hypothèse où ça ne serait pas le bazar dans la rue, elle ferait comme son héros... Il y aurait les deux. Il y aurait l'hypothèse de Tsipras, que le héros de Mélenchon aussi, et que l'Europe ferait son travail, parce que l'Europe elle n'est pas méchante, hein. L'Europe libérale, elle obéit à une espèce de fatalité. C'est comme ça que ça se passe, et ça contribue à la dilution des souverainetés, des souverainismes, des frontières. Bon voilà, c'est ainsi, c'est ni bien ni mal, c'est ainsi. On continue à parler de la décadence, c'est le titre de votre dernier livre, Michel Onfray. On revient juste après une pause. Sur Europe 1, Michel Onfray, l'invité du Club de la Presse, le philosophe signé chez Flammarion. Décadence. Michel Onfray est interrogé par vous, Nicolas Poincaré, par Serge July et David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Décadence, donc, qui est le deuxième opus d'une trilogie qui nous raconte l'histoire du monde et qui nous annonce donc la fin d'une civilisation, la nôtre, celle de l'homme blanc européen, écrivez-vous, Michel Onfray. Et vous dites tout simplement que ce qui va décider, c'est pas mai 68, c'est pas Vatican II, c'est pas... c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, Vatican II aussi est dans le livre. Mais en fait, il y a quelque chose qui semble, à vous lire, beaucoup plus important que tout ça, c'est la démographie. C'est-à-dire que tout simplement, l'explosion démographique, par exemple, du continent africain, va avoir des conséquences énormes. Oui, c'est-à-dire quand j'étais jeune lecteur de Libération et que je lisais Histoire et décadence de Pierre Chaunu, faisait des lectures démographiques. Et on se disait, il est de droite, c'est pas possible, c'est pas pensable, c'est pas acceptable. Et puis il y a cette idée que il y a un certain nombre de concepts qu'on ne peut plus penser quand on est de gauche. Décadence serait un concept de droite. On n'a rien dit encore. On a juste dit décadence. On a dit démographie. On n'a rien dit d'autre. Et c'est tout de suite aussi un concept de droite, voire éventuellement une science de droite, voire pas une science du tout, voire etc. Je dis juste, mais est-ce qu'à gauche on peut penser des concepts qui ont été de fait confisqués par la droite? Il y a une lecture de la décadence qui est faite par la droite, qui estime que il faudrait juste restaurer un ordre ancien. Et souvent, les gens qui font l'analyse de la décadence sont décadentistes, et les décadentistes sont aussi des gens qui disent mais dans le temps c'était nettement mieux, revenons à l'état passé. On entend beaucoup en ce moment. Oui, vous avez absolument raison, et je m'en distingue, entendons-nous bien. Et je dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser cette chose-là en disant juste qu'il n'y a pas à être optimiste, en disant mais moi j'ai la solution, il suffit juste d'abolir le passé et de revenir à un passé plus ancien encore, donc haro sur mai 68, et au moins avant mai 68 c'était mieux, et remettons des instituteurs avec des blouses grises dans l'école et ce sera très bien. Alors ça, je crois pas une seconde, et je dis simplement qu'il faut aujourd'hui penser les longues durées et les grands espaces avec une démographie qui nous renseigne sur les mouvements des populations, des continents, etc. Et on voit bien effectivement qu'il y a... Tout à l'heure, il y avait une information, je disais ça sur mon iPhone, et on nous disait qu'il y avait une augmentation de la population française et une diminution du taux de fécondité français. C'est une information. Est-ce que c'est une information de droite? Est-ce que c'est une information de gauche? C'est une information. Donc sur le long terme, vous pensez, et les démographes le disent, qu'on sera, nous, de moins en moins nombreux en Europe et que les Africains seront de façon exponentielle de plus en plus nombreux?
Pas forcément les Africains, mais les non-blancs. Oui, ça me paraît évident que le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition. Et c'est ainsi. Et je suis pas de ceux qui disent, ah là là, grand remplacement, catastrophe, ou ah là là, le métissage, nous étions une race supérieure et il y a des races inférieures qui sont en train de nous dominer, de nous posséder, etc. Pas du tout. Je dis juste, est-ce qu'on peut, à la Spinoza, d'une certaine manière, à ni rire ni pleurer, mais comprendre, dire, il y a des informations qui sont données par les démographes, quelle lecture pouvons-nous en faire? Il n'y a pas l'information donnée par la démographie n'est ni de droite ni de gauche. L'interprétation peut être de droite et de gauche. La lecture peut être de droite et de gauche. Et j'invite à gauche qu'on puisse penser à nouveau frais des concepts qui ont été confisqués par la droite, comme la décadence, comme les usages de la démographie et autres. Et d'autres idées. David Revaud-Dallon. Sur les relations entre les continents, justement, et notamment entre l'Occident, dont vous brossez le requiem, et l'Afrique, le Moyen-Orient. Vous êtes extrêmement critique, vous l'avez déjà été sur les interventions militaires, Afghanistan, en Libye, que vous qualifiez de guerre contre l'islam, Irak bien sûr, et sur le Mali, ça c'est nouveau dans votre livre, ça veut dire que pour vous il ne fallait pas intervenir, pour vous c'est une guerre contre l'islam qui est responsable du terroriste là encore? Je dis qu'il faut faire de la géologie pour faire un peu de géographie, afin de faire un peu d'histoire, de façon à ce qu'on puisse faire un peu de politique. Mais dis-moi quel est ton sous-sol et je te dirai qui tu es. Et il y a de l'uranium au Mali et l'uranium est nécessaire pour notre défense nationale. Il y a aussi un État djihadiste qui occupait la moitié. J'entends bien, mais ça c'est ce qui est plus facile à défendre auprès des médias et du petit peuple, à qui on va dire qu'on va combattre des méchants qui nous menacent sur notre territoire alors qu'on leur a rien fait du tout. On va pas dire on a besoin d'exploiter des peuples parce qu'on a besoin d'être présent là-bas pour un uranium qui nous permettra de faire nos bombes atomiques. Personne ne va dire ça clairement, c'est trop cynique. Donc on n'utilise pas ce genre d'informations. Alors on a un vernis, on habille et puis etc. Je dis juste que depuis 1991, depuis que la gauche s'est reniée sur le terrain du pacifisme, Mitterrand est quand même allé déposer une rose sur le tombeau de Jaurès, qui était pacifiste. Il est mort pour ça, Jaurès quand même, pour cette guerre qu'il ne voulait pas qu'on fasse en 1900. Le lendemain matin a changé. Pas le lendemain matin, en 83. Non, le Parti socialiste de Jaurès a changé le lendemain de sa mort. Oui, vous avez raison. Mais en 91, à partir du moment où Mitterrand choisit d'aller derrière les croisades de Bush, effectivement, on a enclenché un processus qui a généré la mort de 4 millions de musulmans sur la planète. Mais donc pour vous, ce sont ces interventions qui sont responsables du djihadisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pas seulement. Et de fait, vous me posez la question, je réponds, et on a l'impression que je ne réponds qu'à cette question et que je donne cette seule et unique réponse. Il faudrait ajouter plein d'autres choses, bien sûr. En particulier une guerre de religion, quoi. Ah oui, bien sûr. Entre musulmans. Aussi, bien sûr. Qui est principal, parce qu'il y a 5000 morts par semaine qui sont musulmans. Ah oui, sauf que les morts, ils n'existaient pas à l'époque où Saddam Hussein tenait tout ça. Mais si, ça existe depuis 79. La guerre de religion, elle est depuis 79. Sauf que vous ne me ferez pas croire que avant Saddam Hussein, il y avait plus de morts en Irak ou avant Kadhafi, et que effectivement, nous avons détruit un certain nombre de pays qui étaient laïcs, je le rappelle. Laïcs. C'était des pays laïcs. Et ils étaient tellement détestables que nous les accueillions. Je rappelle quand même que Kadhafi est venu en France avec les honneurs, que Bachar el-Assad est venu en France avec les honneurs, et que Saddam Hussein est venu en France avec les honneurs à l'époque. Qu'est-ce qui fait d'un seul coup que ces laïcs qui permettaient aux femmes de ne pas porter un voile, de conduire une voiture, de faire des études, éventuellement de boire de l'alcool tranquillement, qu'est-ce qui fait qu'on a préféré détruire ces pays-là pour générer la catastrophe que nous savons aujourd'hui, avec tous les mouvements migratoires qui ont été produits et qui ont été induits par ça. Si effectivement les Irakiens avaient pu vivre en Irak, les Libyens dans une Libye évidemment pas démocratique, entendons-nous bien, je suis pas à l'éloge des dictateurs. Je dis juste que le choix c'est pas entre un dictateur et un démocrate, mais entre un dictateur laïque et un dictateur religieux. Et que pour le coup, nous avons fait des choix qui nous ont induits à prendre des positions qui sont les nôtres et à obtenir ce que nous obtenons sur le terrain français, c'est-à-dire le terrorisme. Et pendant ce temps-là, vous dites que nous, on s'intéresse à la consommation et que notre civilisation coule, mais qu'on va couler avec élégance. On continue à en parler avec Michel Onfray, juste après une nouvelle pause. La suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Michel Onfray, qui est l'invité du Club de la Presse pour son livre Décadence, qui vient de sortir chez Flammarion et qui répond aux questions de Serge July et David Revaud-Dallon. C'est Serge July qui vous pose la prochaine question. Oui, non, d'abord juste une remarque sur les guerres de religion au Moyen-Orient et dans le monde islamique. C'est quand même, il y a une date, c'est 79, la victoire de Khomeini, qui est la victoire des chiites contre les sunnites.
Et ça déclenche un processus, ça déclenche une prise d'otage énorme en Arabie Saoudite, le wahhabisme se mobilise contre les... Voilà, donc c'est parti, et c'est une dimension très forte, ça entraîne cette guerre Iran-Irak dont parlait David, qui fait 1 million de morts, donc... Et depuis, ils n'arrêtent pas de se combattre. C'était juste pour préciser ça. Vous avez tellement raison qu'il faut ajouter qu'à ce moment-là, et vous avez raison de faire de cette généalogie un moment extrêmement important, faisons aussi la généalogie de l'arrivée de Khomeini au pouvoir. Parce qu'effectivement, le Shah d'Iran était une catastrophe, il fallait absolument finir avec le Shah d'Iran, et vous savez très bien que des Foucault et quelques autres, en donnant naissance à l'islamo-gauchisme, ont fini par dire que finalement, c'était très bien, c'était le retour de la spiritualité dans la politique, et je pense qu'effectivement, si le Shah avait été soutenu, on n'aurait probablement pas eu un début de... ont hésité. Bon, on peut pas refaire l'histoire. Votre question, Serge Julie. Oui, ma question c'est, est-ce que, vous dites c'est décadence, donc civilisation judéo-chrétienne, est-ce que d'une certaine manière, c'est pas la place de l'Europe dans l'ensemble du monde qui est mise en question? C'est pas une question simplement de civilisation, c'est le fait que avant on dominait le monde. Économiquement, industriellement, on dominait le monde. C'est plus le cas aujourd'hui. On est obligé de partager énormément de choses, pas uniquement les conflits militaires qu'on partage d'ailleurs, qu'on ne partageait pas avant dans cette mesure-là, mais sur le plan industriel, sur le plan commercial, on partage. Et la première puissance économique du monde, c'est la Chine. C'est pas, en l'occurrence, et elle n'est pas chrétienne. Voilà. Donc, Michel Onfray. C'est bien là ce que je dis. C'est-à-dire que la démographie fait la loi, et effectivement, les milliards de Chinois font que les quelques millions d'Européens ne font pas le poids, d'une part, et puis d'autre part, les civilisations quand elles sont fortes, elles sont brutales. Nous, on n'est plus dans la brutalité, et tant mieux. C'est-à-dire qu'on est on est dans la protection sociale, on est dans tout, et tant mieux, je le dis, hein. Simplement, en Chine, ils n'ont rien à faire dans la protection sociale. Des vacances, des week-ends, du férié, de la santé, ça vient. Enfin bon, ça reste quand même une grande dictature, et si vraiment on voulait se battre pour les droits de l'homme, je pense qu'on peut y aller en Chine si on veut, hein, mais on n'y va pas. Et simplement, qu'effectivement, on est capable de tuer, de massacrer, de détruire, et en Chine, ça pose aucun problème. Donc quand on est dans ce genre de configuration, on fait pas le poids. C'est-à-dire que s'il s'agit aujourd'hui de produire avec le droit social qui est le nôtre, et qu'on est en concurrence avec des pays qui produisent eux aussi, mais sans le droit social qui est le nôtre, on a de toute façon perdu. Ça me paraît évident que la guerre économique est perdue, parce que l'économie, c'est aussi le signe de la santé d'une civilisation. Si une civilisation est en pleine forme, son économie est en pleine forme. Et si l'économie n'est pas en forme, c'est la preuve aussi, c'est un genre de thermomètre que ça ne va pas bien. David Revaud-Dallon. Alors cette dynamique du déclin de l'Occident, vous l'expliquez aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, par le déclin du christianisme. Comment vous expliquez dans ce contexte des phénomènes tels que la popularité du pontife actuel, le succès de François Fillon sur des thématiques politiciennes, mais très clairement axées pour séduire cet électorat, ou encore les manifestations monstres de la manif pour tous lors de la loi sur le mariage homosexuel. Comment vous expliquez ces phénomènes-là? Michel Onfray. Il n'y a pas que du christianisme dans cette aventure. Il y a beaucoup de médias, par exemple, pour le pape François. On a quelqu'un qui dit tout et le contraire de tout. C'est-à-dire que il s'est parlé aux médias. Il dit, mais qui suis-je? Plus que du christianisme. Il est jésuite, n'oubliez pas. On est quand même dans un truc terrible, tellement jésuite, le type qui prend le nom d'un franciscain. On fait pas mieux, quoi. Alors, la manif pour tous. Alors, la manif pour tous, c'est pareil. Il y a plein de gens qui n'étaient pas forcément des gens de droite, pas forcément des gens catholiques. C'est facile de catholiciser cette manifestation. Et moi, j'ai eu des vieux francs-maçons socialistes qui me disaient, mais on est contre ça, on est contre le mariage homosexuel, on est contre la procréation médicalement assistée. J'ai dit, mais dites-le à gauche, peut-être. Moi, je suis pour, hein, entendons-nous bien. Pourquoi est-ce qu'effectivement, il y a cette idée qu'il faudrait que ça ne soit que de droite? Évidemment, la droite a fait une récupération, une droite catholique qui nous a dit, c'est nous, et puis en face, c'est pas eux, etc. Mais c'est beaucoup plus subtil. Si on fait la sociologie, il y a juste des gens qui avaient envie de considérer que, finalement, la famille, c'était un père, une mère, sans pour autant être de droite. Il y avait des cathos de gauche, il y avait des gens... François Fillon dément plutôt cette thèse-là. François Fillon catholique, je veux bien, mais je veux dire, en tout cas, c'est ce qu'il a joué. C'est ce qu'il dit. Oui, non, puis en même temps, surjoué, il a juste dit qu'il l'était. Ce qui est rare pour un candidat à la présidentielle. Oui, moi je suis pas contre. Quand le maire de Londres nous dit qu'il est musulman, tout le monde trouve ça très bien. Donc François Fillon a le droit de dire qu'il est catholique. Moi je le suis pas. Je trouve que le catholicisme c'est pas seulement aller à la messe le dimanche. Et quand il dit qu'il est gaulliste et qu'il est catholique, je dis gaulliste, ça reste à voir. Quelqu'un qui nous dit que puisque les jeunes avaient voté pour le maintien de l'Angleterre dans le dispositif libéral européen, il aurait fallu que les jeunes aient 2 voix et les vieux juste une voix. On se dit plus gaulliste que ça, tu meurs quoi quand même. Donc
donc effectivement, il dit qu'il est gaulliste, il dit qu'il est catholique, mais là, on sent bien que c'est le chalut, quoi. Hein, il est en train de ramener un électorat, etc. Le catholicisme de Fillon, c'est pas un truc extrêmement important dans la configuration de l'effondrement de notre civilisation. Et de chrétienté, Michel Onfray, moi je suis resté scotché dès les premières pages du livre parce que vous nous dites que Jésus n'a pas existé. Moi, on m'avait toujours appris que on croit ou pas qu'il était le fils de Dieu et que sa mère était vierge, mais que par contre son existence était historiquement prouvée. Vous dites pas du tout? Si vous pensez que sa mère était vierge et qu'il existe, c'est qu'il y a un truc quand même là. Non, justement, je vous dis, on peut douter. Vous avez cru, vous. On peut douter de la virginité, oui, mais Jésus, il a existé ou pas? Alors là, vous savez que quand vous changez de continent, vous êtes extrêmement critique sur la religion des autres, mais rarement sur la nôtre. Donc nous, on a eu le catéchisme, puis on nous dit Jésus n'existe pas, etc. Moi, je dis Jésus existe, mais c'est une fiction. Un concept, voilà. Dans l'Ancien Testament, il y a des Juifs qui disent, les Juifs disent dans l'Ancien Testament que le Messie viendra. Dans la communauté juive, certains Juifs disent il n'a pas à venir, il est déjà venu. Et ça va donner les chrétiens. Voilà pourquoi je dis judéo-chrétien. Et ils disent, mais il est venu, la preuve, il a dit ceci, il a fait cela, etc. Tout ça est annoncé dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, le fameux Jésus en question, il est bien vivant très avant de naître, prétendument. Et à un moment donné, on dit, mais oui, il a existé, il a dit ceci, il a fait cela, etc. Et puis, au fur et à mesure, on cristallise autour de ce concept une existence historique. Alors après, on lui invente un père, une mère, Nazareth. Il naît à Nazareth. Nazareth, archéologiquement, n'existe pas à l'époque où il est censé naître. Et puis, toute l'histoire qui va se faire plutôt au IVe siècle, c'est avec Constantin qui est l'empereur qui christianise l'empire en se convertissant, et sa mère Hélène, et qui d'un seul coup se dit tiens, on va inventer des trucs, la croix, la couronne d'épines, le fameux titulus, le truc qui est raccroché, etc. Est-ce qu'il y a un type qui s'appelait Jésus et qui a vécu vers Jérusalem vers l'an 0? Pas du tout. Bon, non, c'est une fiction, et après l'art va donner corps à cette fiction. Alors évidemment, comme vous êtes allé à l'église, peut-être quand vous étiez petit garçon et que vous avez vu des crucifix, vous l'avez vu, comme on dit aujourd'hui, vu à la télé. C'était vu à l'église parce que vous aviez des crucifix. Pourquoi ce type que vous avez vu n'existerait-il pas? D'ailleurs, aurait-il existé qu'il aurait été palestinien, il aurait eu le faciès du palestinien et sûrement pas l'allure d'un Danois ou d'un Scandinave blond aux yeux bleus avec une peau très blanche. Donc c'est bien la preuve que nous l'avons fait à notre image et que nous l'avons fabriqué au cours des siècles, mais que c'est une fiction. Voilà qui est dit. 1 minute pour la dernière question. La dernière question, je voudrais que vous nous confiez votre secret. Entre 88 et aujourd'hui, vous avez écrit entre 88 et 110 livres. J'ai du mal à m'y retrouver. Mais au moins 80, sinon 90. Oui. C'est-à-dire que ça fait quand même 2,5 par an. Comment vous faites? Je ne vis pas à Paris. Pas de soirée mondaine. Pas de dîner utile, pas de déjeuner utile, pas de copinage, pas de vacances, pas de week-end, du travail tout le temps. C'est ça la recette? C'est la mienne. Je dis pas que c'est la recette de tout le monde. Mais vous voulez parler vos livres? Non, pas du tout. Vous les écrivez? Ah oui. Et je lis. L'autre jour, on m'a demandé si je travaillais avec des documentalistes. Non, on se dit à la fois le temps de lecture et le temps d'écriture. Non. Prend un temps. Vous écrivez combien de pages feuillets par jour? Écoutez, on m'a posé la question l'autre jour et j'ai dit je sais pas très exactement. Et puis j'ai dit écoutez, je vais regarder. Et l'autre jour, à la personne, un journaliste qui me posait la question, je dis aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai fait 30 000 signes. Vous vous rendez compte que ça fait comme feuillet? Ça fait 20 feuillets, oui. Pour ceux qui... Oui. Voilà, et ça fait 600 pages en tout, ce dernier livre qui s'appelle donc Décadence et qui est publié par Flammarion. Votre secret, c'est que vous faites très peu de radio. Merci d'avoir choisi le Club de la Presse parmi ces rares radios. Pas tant que ça. Merci beaucoup. C'est moi Michel Onfray, vous étiez face à David Revaud-Dallon et Serge Julie.